Bonjour, j'ai eu l'occasion de passer quelques semaines dans le Grand Ouest canadien, à la fois en Alberta, dans une famille canadienne, dans un ranch, mais aussi dans un chalet écologique assez reculé en Colombie-Britannique. Alors j'ai l'habitude des grands espaces américains, mais on apprend toujours de nouvelles choses et j'ai eu envie de partager avec vous les choses les plus insolites, les plus étonnantes, les plus amusantes que j'ai pu apprendre là-bas, à la fois sur la météo, la nature et l'environnement au sens large. Tout d'abord, la météo est vraiment imprévisible en montagne et surtout dans certaines provinces. Bonjour d'Alberta avec cette chaîne de montagnes absolument magnifique, un temps glacial, moins 3 degrés, vent chinook, vent extrêmement puissant et glacial également dans les montagnes. J'ai cru perdre une oreille et le panorama est absolument grandiose. Malgré les progrès de la météo ces dernières années, il y a quand même des zones où prédire le temps est quasiment impossible, même le matin même pour les heures qui suivent. Et c'est le cas de l'Alberta, du côté de Calgary en particulier, à cause des vents, à cause de la localisation et des vents soutenus sur cette zone-là. On a d'un côté des vents froids qui viennent du nord, de l'autre des vents chauds humides qui viennent de l'océan Pacifique et qui passent au-dessus des montagnes rocheuses. Ce sont les fameux vents Chinook qui attisent les incendies l'été. Ensuite, il y a l'altitude, plus de 1000 mètres d'altitude pour cette zone. Et puis, il y a des topographies très très différentes également de ce côté-là, avec d'un côté des plaines quasiment désertiques, on a des sommets montagneux également, des forêts, mais on a aussi beaucoup d'eau avec des rivières, des lacs, et on peut avoir des changements de temps très brusques, avec parfois 35 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi sur la même ville. Et ces changements de température en météo, ils mènent à des orages violents, souvent pas prévus par les services météo. Alors c'est un peu le cas partout en montagne, vous allez me dire, en Europe, en Amérique, oui, mais dans cette zone c'est encore plus marqué justement. Donc si vous partez du côté de Calgary, il vaut mieux être prévenu et être habillé pour tous les types de temps. Un autre constat étonnant, au Canada, la météo a une influence sur le type de population d'une ville et sur son insécurité. Je vais faire un petit tour de Vancouver avec le port derrière moi. On voit justement une partie de l'océan. Bon, on a un peu de ville, c'est un peu moins sympa que les montagnes de ces derniers jours, mais c'est toujours très agréable. Par contre, la météo cette fois-ci, elle est vraiment typique de Vancouver et de la Colombie-Britannique. Un ciel gris, un petit peu de pluie, du vent. On est à 8-9 degrés actuellement. Bref, là, c'est vraiment une météo d'automne, mais il faut savoir quand même que Vancouver, c'est la ville la plus chaude du Canada, la plus douce, puisqu'on est vraiment très à l'ouest, près de l'océan. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, tristement, il y a beaucoup de sans-abri à Vancouver, parce qu'ils choisissent ce lieu, justement, puisque si on doit dormir dehors, autant dormir malheureusement dans la ville la plus douce au niveau du climat. Et oui, Vancouver est la seule grande ville du Canada à ne pas avoir un hiver glacial, avec des températures comprises entre 1 et 8 degrés l'hiver. C'est vrai que ça fait rêver quand même comme ville. Regardez ces vues justement de mon hôtel, entre l'océan, entre les montagnes, avec une population jeune et branchée. Mais pas seulement, Vancouver possède aussi l'une des rues les plus misérables et dangereuses du Canada, Downtown Eastside, avec des centaines, voire des milliers de sans-abri. Pourquoi cette ville? Eh bien, la météo est l'une des raisons, justement, pas seulement. Il ne fait pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été. L'été, c'est entre 14 et 22 degrés en moyenne. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons, économiques, sociales. Il n'y a pas que la météo, mais c'est l'une des raisons. Et c'est vrai qu'en général, en Europe, comme en Amérique, on ne se sent pas trop concerné par les migrations climatiques des populations. Et pourtant, il faut savoir que la Colombie-Britannique s'inquiète beaucoup de ces migrations, car avec le réchauffement climatique et les incendies qui s'accentuent, notamment au cours de l'été justement 2020 et 2021, eh bien il y a de plus en plus de sans-abri, donc c'est un problème qui risque de s'amplifier. Il y a des forêts tropicales au Canada, enfin presque. Et voilà quelques images de cette forêt tropicale du nord-ouest justement du continent nord-américain, en Colombie-Britannique, du côté de Vancouver. Ici on se trouve à Squamish et comme vous le voyez, c'est très humide, c'est une vraie jungle. Vancouver est connu pour ses pluies abondantes et là on voit bien justement les effets de ces pluies avec toute cette mousse, tout ce lichen également, cette vie qu'on retrouve absolument partout. Et oui, ce n'est pas forcément l'image qu'on se fait des forêts canadiennes. Pourtant, en Colombie-Britannique, on trouve de vraies jungles humides, qu'on appelle plutôt, dans ce cas, des forêts tempérées humides ou encore des forêts côtières
pluviales en raison de leur proximité avec l'océan. Voilà pourquoi on a autant d'eau. Les arbres sont principalement des conifères, ils sont très hauts, 70 mètres, ils sont très vieux, parfois 1000 ans. On trouve beaucoup de végétation, d'animaux aussi, des cerfs, des ours, des coyotes, des pumas, pas mal de grenouilles, comme dans les vraies forêts tropicales. On a en moyenne 1500 à 3500 mm de précipitations. C'est énorme en comparaison. À Paris, on a 6 à 700 mm par an, ce qui fait de ces forêts humides, eh bien, les zones les plus humides justement du monde, en dehors des forêts tropicales, par exemple d'Amazonie. De l'humidité dans l'air également, vous avez vu que j'étais un petit peu essoufflée sur ma vidéo, c'est lié au taux d'humidité de 70 à 90% d'humidité dans l'air. Et puis cette humidité, elle permet aux érables de se développer. Et vous savez peut-être que lorsqu'on coupe le tronc des arbres d'érable, les érables à sucre, eh bien cela permet d'obtenir le fameux sirop d'érable qui est très apprécié le matin sur les pancakes au petit déjeuner. La végétation d'une forêt donne une idée du niveau de pollution présent. Il faut savoir que la pollution a un impact sur tous les végétaux. L'ozone, par exemple, provoque des nécroses sur les feuilles. Les mousses et lichens, très présents dans les forêts pluviales canadiennes, sont ce qu'on appelle des bioindicateurs. Leur présence ou non donne une idée de la pollution atmosphérique sur le lieu. Le lichen, qui est un champignon associé à une algue, est le meilleur moyen d'évaluer l'impact de la qualité de l'air sur une forêt. La diversité, la fréquence et le recouvrement des lichens sur les troncs sont vraiment des indicateurs très fiables, car ils ne supportent pas la pollution industrielle et leur présence en grand nombre, comme c'est le cas justement en Colombie-Britannique dans les forêts pluviales, eh bien, témoigne d'une bonne qualité de l'air. Certains arbres ont besoin de feu pour pousser, c'est le cas du pin tordu ou encore du pin gris qu'on voit partout dans les Rocheuses. Ces pins dépendent majoritairement du feu pour se reproduire. Et oui, la chaleur des incendies permet aux pommes de pin de s'ouvrir et de relâcher leurs graines. Ensuite, les nutriments qui sont présents dans le sol après un feu et la lumière est également très présente puisqu'il n'y a plus d'arbres autour, permettent à ces graines de germer et de pousser. La diversité des espèces d'arbres au Canada, mais globalement dans les Rocheuses, est en partie liée à ces feux. C'est ce qu'on appelle la pyrodiversité. Les naturalistes ont remarqué que sur les sites qui ont été brûlés, il y avait une plus grande diversité d'arbres, surtout en ce qui concerne les bouleaux et les pins. Pour la plupart des arbres, l'idéal est qu'il y ait environ un feu tous les 100 ans, mais pas davantage par contre. Alors évidemment, entre les besoins de la nature et les besoins des activités humaines, il y a parfois des complications. C'est le cas pour le parc national Banff qui laisse brûler les feux, sauf que parfois ces feux s'étendent à d'autres espaces et débordent de l'espace du parc et menacent les activités humaines. Donc c'est parfois très difficile de prendre des décisions sur place sur le fait de laisser brûler ces feux pour le rôle écologique ou bien de chercher à les limiter justement pour le besoin des activités humaines. On peut boire dans les rivières, enfin seulement certaines et vraiment sous certaines conditions. Si vous partez pour une aventure dans les montagnes canadiennes, votre guide vous proposera peut-être de boire directement dans la rivière. Évidemment, ça ne me serait jamais venu à l'idée, et j'avoue que même laisser nos chevaux de randonnée boire dans la rivière, ça m'inquiétait presque un peu. Apparemment c'est possible, hein, les professionnels qui m'ont accompagné le font depuis 30 ans. Dans tous les cas, il ne faut jamais tenter de boire l'eau d'une rivière sans l'avis d'un professionnel hautement qualifié avec vous. Et il vaut mieux de toute façon utiliser un filtre fait pour ça si vous n'avez pas d'autre choix que de boire l'eau d'une rivière. Et puis il faut savoir que même si l'eau paraît pure, limpide, claire, on n'est jamais à l'abri de trouver un petit peu plus haut, en amont de la rivière, le cadavre d'un cerf ou d'un élan en état de décomposition. On peut vivre avec moins d'électricité, beaucoup moins, incroyable. J'ai passé quelques jours dans un chalet écologique reculé en Colombie-Britannique qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Alors le problème avec l'énergie solaire, c'est lorsqu'il fait assez nuageux, lorsqu'on a du brouillard, comme c'était le cas lorsque j'y étais, hein. En plus en octobre il fait froid déjà, il fait sombre, et bien on n'a pas vraiment d'électricité qui marche, ou très peu, donc on apprend plein de choses. On apprend à prendre une douche dans le noir avec quelques bougies, et finalement on trouve ça sympa au bout de quelques jours. On apprend à vivre sans sèche-cheveux, un accessoire dont je pense que je ne me suis jamais passé une seule journée en l'espace de plus de 30 ans, sauf dans le chalet écologique. On apprend que les shampoings secs ça existe, et que
ça marche bien, hein, finalement. Et puis on apprend à bien s'habiller chaudement la nuit parce qu'on avait peu d'électricité, avec de la chaleur liée à un poêle, et cette chaleur n'atteignait pas vraiment ma chambre, donc il faut faire sans également. Alors, évidemment, je vais pas vous dire que rentrer chez moi, je vais vivre dans le noir avec des bougies, je vais couper l'électricité, arrêter d'utiliser mon sèche-cheveux, non, c'est pas vrai. Mais je vais faire quand même quelques efforts, car je vais essayer de m'inspirer de ce que j'ai appris au chalet écologique, et je suis sûre quand même que je verrai la différence sur ma consommation électrique et sur ma facture. Allez, en bonus, une petite info qui a sûrement quelque chose à voir aussi avec la météo. Sachez qu'au Canada, dans certains coins, on met facilement du whisky dans le chocolat chaud. Donc c'est toujours bon à savoir avant d'avaler une grande tasse. Allez, à bientôt!